Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Bitcoin, on va parler de la saison des altcoins. Je sais qu'il y a depuis longtemps, il y a beaucoup de personnes qui attendent cette fameuse saison des altcoins. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne l'avait pas eu, on ne l'a toujours pas, et qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de temps avant qu'on puisse espérer en avoir une. Ça ne veut pas pour autant dire en fait que les altcoins sont forcément à mettre à la poubelle, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça va être vraiment le but de cette vidéo, c'est qu'il va falloir être capable de s'adapter à un marché qui est en train de changer. Il va falloir comprendre qu'il faut arrêter de toujours faire les mêmes choses et croire qu'on aura toujours les mêmes résultats. Voilà. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont entêtées, empêtrées dans des stratégies qui ne fonctionnent pas, dans des alts qui font que sous-performer. Et je pense que c'est important d'en parler, d'expliquer en fait pourquoi c'est une très mauvaise stratégie et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être capable de profiter des altcoins aujourd'hui et en tout cas dans les conditions de marché actuelles, conditions de marché qui durent maintenant depuis plus d'1 an et demi, conditions de marché tout simplement dans lesquelles le Bitcoin est extrêmement fort et sa dominance ne cesse de croître. Donc ce sera vraiment l'objectif de cette vidéo. On va commencer cette vidéo, on va parler un petit peu de la dominance du Bitcoin. J'ai justement mis le graphique de la dominance du Bitcoin pour commencer cette vidéo. On parlera ensuite un petit peu des comportements du Bitcoin qu'on a pu avoir post-halving. Maintenant que le halving est derrière nous, c'est intéressant quand même de savoir un petit peu comment ça s'est passé à chaque fois. On va ensuite faire le tour des 10 premiers crypto-actifs contre Bitcoin. Et on va vite se rendre compte au final qu'il ne suffit pas juste de prendre un top 10 comme ça au hasard et croire qu'on va réussir à correctement performer et s'exposer correctement à la performance des alts. C'est loin d'être aussi simple que ça. Je vais également parler notamment du comportement des investisseurs. Il y a pas mal de choses intéressantes, notamment des comportements très différents entre ceux qui ont acheté du Bitcoin, ceux qui ont acheté de l'Ether. On voit qu'ils ont un comportement qui est totalement différent aujourd'hui. Donc, ça va être important quand même de voir tout ça. Et je terminerai cette vidéo pour tout simplement vous expliquer comment est-ce qu'on fait, comment en tout cas j'estime qu'il faut faire pour capter au mieux la performance des altcoins dans le contexte actuel. Et je rappelle que le contexte actuel, c'est un contexte où tout ne fait pas que monter, loin de là. Et ça peut être un contexte qui peut perdurer. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de bien comprendre tout ça et d'être capable de s'adapter par rapport à des stratégies passées qui pouvaient fonctionner, mais qui, de mon point de vue, ont beaucoup de chances de ne plus vraiment fonctionner aujourd'hui. Donc, ce sera un petit peu tous les sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'en parlais en fait depuis maintenant un petit moment. Donc, c'est bon, c'est acté. Donc, notre produit structuré pour s'exposer à une stratégie active sur le marché des cryptoactifs est enfin lancé. Donc, je rappelle que c'est un produit qui est coté en bourse, qui peut être acheté et vendu à n'importe quel moment et qui permet d'être exposé donc à une stratégie active qui est principalement axée sur BTC ETH avec un objectif qui est d'avoir un max drawdown qui est relativement faible de l'ordre de 20%. Et c'est une stratégie qui aujourd'hui surperforme le marché des cryptoactifs. Et c'est une stratégie qui tourne depuis 2021. Donc ce produit maintenant, il est accessible. On peut l'acheter directement sur une plateforme qui propose ce genre de produit comme Swissquote. C'est également listé sur Interactive Broker, mais plus pour les investisseurs qualifiés. Et c'est surtout ensuite accessible pour toutes les personnes via des assurances vie luxembourgeoises, via également des CGP, des banques privées et voilà, et tout un tas en fait de moyens de pouvoir s'exposer sur ce produit-là. Donc pour recevoir les informations, le lien il est en description, il faut envoyer un email, c'est eti@dsm.finance. Et j'annonce également au même moment qu'on va bientôt réouvrir notre fonds d'investissement. Je rappelle que j'ai lancé un fonds d'investissement en 2021. Aujourd'hui, on s'est structuré
On va lancer des nouvelles inscriptions, parce que je rappelle que c'était fermé depuis maintenant un petit moment. On a conservé en fait nos investisseurs initiaux qui nous ont fait confiance en 2021 et qui pour la plupart sont toujours avec nous. Et aujourd'hui, on s'est structuré, on va lancer un fonds qui va être basé en Estonie. On est en train de tout finaliser. Si vous êtes également intéressé pour investir donc, dans le fonds, c'est pareil, le lien, c'est le mail fonds@dsm.finance. La grosse différence entre les deux produits, c'est que le premier produit, c'est à partir de 1 000 euros et le fonds, c'est à partir de 50 000 euros. Bien évidemment qu'il y a un peu de différence en termes de stratégie, j'en parlerai plus tard. Le fonds est un petit peu plus agressif et on a un petit peu plus de souplesse également au niveau des stratégies. Bref, on attaque cette vidéo. Alors déjà, on va parler un petit peu de la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, c'est important quand même de revenir un petit peu dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Déjà, 2017, c'est ce que j'appelle la folie des ICO. C'est là où vraiment on assiste à un effondrement de la dominance du Bitcoin. Là, on le voit, on était sur une dominance qui culminait à plus de 90%. En fait, vraiment, le Bitcoin, toute la valeur était dans le Bitcoin et toutes les autres altcoins, honnêtement, ça valait absolument rien par rapport au Bitcoin. Et la folie des ICO qu'on a eu durant toute l'année 2017 et une petite partie de l'année 2018, ça a provoqué un effondrement. Et on s'est... Et en fait, le Bitcoin a été cherché jusqu'à 35% de dominance alors qu'il culminait à plus de 90%. Et là, vraiment, il y a eu un ruissellement conséquent du Bitcoin vers les altcoins, ce qui, dans 99% des cas, en fait, a été contre-productif parce que c'est de l'argent qui a été déversé sur des projets qui n'ont rien donné. Et donc, ça a détruit énormément de valeur, mais ça a aussi permis vraiment l'émergence de quelques mastodontes, en l'occurrence Binance par exemple. Je cite Binance, c'est pas anodin parce qu'aujourd'hui son token est dans le top 5 et c'est un des tokens qui se comporte le mieux aujourd'hui dans les grandes capitalisations des cryptoactifs. Binance aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour sans cette folie ICO en 2017 où grosso modo n'importe qui sur un petit white paper pouvait lever des millions et des millions en l'espace de quelques heures. Voilà. Donc ça a détruit énormément. Il y a beaucoup de personnes qui se sont cassées les dents sur ces ICO-là. Mais il y a eu quand même quelques beaux succès. Ensuite, il y a eu le bear market. Qu'est-ce qui se passe en bear market? C'est le retour à la réalité. Donc tout de suite, le Bitcoin, au final, il n'est pas si has-been. Donc on revient sur Bitcoin et là, on le voit, on repasse de 35 et on remonte à plus de 70% de dominance. Ensuite, on a plutôt une phase de stabilisation durant l'année 2020. Et rappelez-vous quand même que le début du bull market en 2020 était uniquement concentré sur BTC. Par la suite, on a eu le fameux ruissellement du Bitcoin vers les altcoins qui a duré quelques semaines, voilà, quelques mois tout au plus. Ça a duré en gros à peu près 3 mois. Hein. Vraiment, en fait, ça a duré 3 mois. Où là, on a rebaissé fortement dans la zone des 40%. Par la suite, c'est intéressant quand même de noter qu'on a commencé à avoir des comportements totalement différents. C'est-à-dire que la phase de bear market de 2022 n'a pas été une phase durant laquelle le Bitcoin a fortement regagné en termes de dominance. Alors, ça peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Je pense que déjà l'une des principales raisons, c'est qu'il y a des projets qui ont gagné en maturité et qui peuvent aujourd'hui être aussi plus ou moins crédibles en fait que le Bitcoin. En l'occurrence Ethereum, en l'occurrence par exemple le BNB et d'autres projets qui sont capables de préserver la valeur et qui ne se font pas massacrer dès que la tendance commence un petit peu à tendre vers la baisse. Et ça, c'est quand même assez significatif parce que ce n'est pas du tout ce qu'on avait eu en 2018 où tout s'était fait massacrer. Je rappelle que même l'Ether s'était fait massacrer. Il avait perdu, je crois, 98 ou 99% de sa valeur. Ce qui n'est pas le cas en 2022, ce qui n'est pas le cas également par exemple du BNB. Et donc pour ces raisons-là, on a plutôt une stabilisation au niveau de la dominance qu'une remontée sur une phase baissière. Et ce qui a été plutôt surprenant, c'est que sur un redémarrage haussier, comme on a pu l'avoir en 2023, en fait, on a eu ce rebond de la dominance du Bitcoin. Donc vous voyez que encore une fois, si on applique des stratégies qui ont fonctionné par le passé,
ça ne veut pas du tout dire que ça va fonctionner aujourd'hui. Ceux qui ont appliqué des stratégies en mode OK, il faut accumuler des alts en bear market parce que c'est là où ils vont le plus se faire massacrer. Et ensuite, c'est ces alts-là qui vont avoir les plus gros rebonds et vers lesquels il y aura le ruissellement où là vraiment le Bitcoin va se refaire massacrer en termes de dominance pour que les alts elles explosent. Pour le coup, ces personnes-là se sont complètement trompées à vouloir trop anticiper. Parfois, on se casse les dents parce qu'on n'est pas capable de prédire le futur et personne ne le sera jamais. Donc, encore une fois, ça, il faut l'accepter. Donc, pourquoi est-ce que le Bitcoin, au final, il a eu cette remontée où là, on est reparti sur une tendance haussière par rapport à la dominance du Bitcoin? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà la crise bancaire qu'on a eue en 2023 qui a montré que le Bitcoin était un actif crédible, même en termes de refuge de valeur, parce qu'il y a eu justement beaucoup de personnes qui se sont réfugiées sur le Bitcoin à ce moment-là. Je rappelle quand même que la crise bancaire aurait pu vraiment déraper. Aujourd'hui, en fait, on pense que c'était un petit événement, mais en réalité, si les dépôts n'avaient pas été garantis par la Fed, on aurait pu avoir vraiment un effet boule de neige catastrophique. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que la Fed a garanti tous les dépôts de la banque SVB. Donc, c'est pour ça que c'est rien passé. Mais si elle avait laissé faire les choses, je peux vous assurer qu'on n'aurait pas du tout eu une petite crise. On aurait eu vraiment une très grosse crise. Parce qu'il y aurait eu beaucoup de boîtes qui auraient eu des gros trous dans la raquette. Et même le marché crypto en aurait pâti. Parce que n'oubliez pas que Circle avait de la liquidité dans la banque SVB. Donc, ils auraient dû encaisser des pertes. Et les pertes, soit ils peuvent les payer, soit ils les font payer. Et s'ils les font payer, ça veut dire probablement un petit dépeg, ce qui aurait pu vraiment provoquer une crise beaucoup plus importante. Donc encore une fois, ne pas sous-estimer ce qui s'est passé. La Fed est arrivée en sauveur en l'espace de quelques heures, et c'est pour ça que tout s'est bien passé. Mais encore une fois, les choses auraient pu déraper beaucoup plus grave, de manière beaucoup plus importante, et il y a eu clairement un effet refuge uniquement vers le Bitcoin. Ensuite, il y a eu l'annonce de BlackRock avec les ETF Bitcoin qui a continué d'alimenter en fait un narratif déjà d'une part avec une forte anticipation, spéculation, puis ensuite quand l'ETF a été lancé, un petit peu de FOMO de la part de Wall Street. Il y a eu le halving, mais qui en réalité a été un non-événement parce que plus que pricé à l'avance. Et surtout, je pense que le Bitcoin également profite de l'incertitude de la réglementation américaine qui perdure aujourd'hui. La SEC ne continue en fait aujourd'hui sa vendetta, j'ai envie de dire, contre les projets crypto. Ils ont accepté l'ETF Bitcoin, mais il y a encore énormément d'incertitudes. Déjà par rapport à l'ETF Ethereum, je rappelle que c'est dans quelques jours qu'on est censé avoir la réponse. Pour l'instant, le marché a totalement pricé un refus de l'ETF Ethereum. S'il est accepté, ce serait vraiment une très très grande surprise, mais il y a très peu de chances pour le coup qu'il le soit. Et donc, pour le coup, tout ça, en fait, ça fait que renforcer le Bitcoin. Si l'ETF est refusé, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que beaucoup de personnes qui peut-être étaient en mode attente vont se dire, bon, au final, il n'y a que Bitcoin qui aujourd'hui est autorisé par la SEC, donc on va aller sur Bitcoin, point barre. Et on n'ira pas sur autre chose. Et donc peut-être qu'un des scénarios sur un refus de l'ETF Ethereum, c'est encore une explosion de la dominance du Bitcoin, peut-être une cassure ici de la zone des 58, repartir sur la zone des 62, pourquoi pas la zone des 70 également. C'est totalement possible tant que vraiment la SEC va continuer cette agressivité envers de nombreux acteurs crypto. Et de mon point de vue, ça ne va pas changer tant qu'il n'y a pas un changement de gouvernance. Donc ça veut dire que tant que l'administration Biden est au pouvoir, je ne vois pas pourquoi est-ce que les choses vont changer. Je pense que Gary va rester tranquillement à la SEC et ne sera pas remplacé. Et n'attendez pas à ce qu'il démissionne. À mon avis, il ne démissionnera pas. Donc, pour avoir un changement de gouvernance, il faudrait que Biden perde. Perde contre qui? Trump. Est-ce que Trump est un meilleur candidat? C'est pas certain. Alors, ok, il se vend maintenant comme crypto-friendly. Alors, ce qui est assez ironique, c'est qu'il n'était absolument pas durant son mandat. Il me semble même qu'il avait dit plutôt qu'il n'y avait que le dollar qui existait et rien d'autre. Mais bon, par opportunisme, de mon point de vue, principalement par opportunisme et par appât du gain, il s'intéresse aux cryptos.
ils vendent des NFT pour bien évidemment s'en mettre plein les poches et pouvoir ensuite payer ses différentes amendes et ses différents procès. De la même manière en fait qu'il a mis en bourse le média en fait qu'il a créé, c'est uniquement pour se faire du pognon sur du court terme et après pour dumper à la gueule de ses partisans les plus féroces qui vont acheter les yeux fermés en fait des actions ou des NFT. Mais de mon point de vue, c'est juste un opportuniste. Il est juste là pour faire du pognon et en fait, ils disent qu'il fait plaisir par rapport aux cryptos aux gens. Pourquoi? Parce que Biden ne le fait pas. Si Biden était pro-crypto, Trump serait anti-crypto. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. C'est le rôle en fait de l'opposition de juste être dans l'opposition, donc tout simplement, voilà, ils disent le contraire de ce que font les autres. Donc, est-ce que ce sera vraiment bénéfique? Franchement, j'en doute. Je pense que Trump s'en fout complètement de la crypto. Je pense qu'il l'utilise par opportunisme et par opportunisme financier et opportunisme électoral. Mais est-ce que vraiment ça permettra en fait d'avoir un bol d'air frais et des personnes plutôt pro-crypto qui soient à la tête de la SEC? J'ai des gros doutes par rapport à ça. Voilà. Il y avait quelques candidats beaucoup plus pro-crypto, mais qui ont été rapidement évincés parce que Trump, au final, reste clairement le leader du côté des républicains. Donc, de mon point de vue, au niveau politique, c'est quand même difficile en fait d'être vraiment optimiste. Voilà. Donc, maintenant, on verra un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer. Si le TF Ethereum est refusé, je pense que ça prendra beaucoup de temps pour qu'il soit accepté. Peut-être la fin de l'année, voire l'année prochaine, il faudra voir un petit peu est-ce que BlackRock va accepter de se prendre des nouveaux refus ou pas. Honnêtement, on verra. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de la SEC ou de BlackRock, donc je n'aurai pas cette prétention-là. Et donc, je ne sais pas franchement ce qui va se passer. On verra bien, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, il faut être prêt avec les différents scénarios. Deuxième point maintenant, on va voir le comportement post-halving du Bitcoin. Je pense que c'est intéressant vraiment de regarder ce qui s'est passé à chaque fois. Donc là, on a les différentes époques. Je rappelle que la première fois, donc les 4 premières années du Bitcoin, on était à 50 BTC par bloc en récompense et à chaque fois, c'est divisé par 2. C'est le fameux halving. 25 Bitcoin, donc c'est la courbe rouge. Lorsqu'il y a eu en fait la première fois le halving, on voit qu'on a plutôt eu un début de hausse, puis après une longue stabilisation qui a quand même duré plusieurs mois pour ensuite avoir un démarrage début juin. Lorsqu'il y a eu encore une fois le halving, donc on est à la troisième époque avec 12,5 BTC de récompense, on a vu que là on avait plutôt une stabilisation puis ensuite quand même une grosse baisse du Bitcoin pour après faire plutôt un V-bottom, restabiliser et en fait repartir plutôt à la mi-juin. Et ensuite on a eu donc l'époque 4, on a redivisé par 2, où là on a plutôt eu une stabilisation avec quelques petites baisses encore une fois et un réel démarrage qui a lieu vraiment encore une fois que à peu près à la mi-juin. Et maintenant nous sommes dans l'époque 5 où on a redivisé par 2. On est aujourd'hui à 3,125 BTC de récompense par bloc. On a eu un début de hausse, puis après une belle correction qui était franchement plus que nécessaire de mon point de vue. Et je pense même qu'on n'est pas allé chercher assez bas. Je pense que si on était venu chercher dans la zone des 50, voire des 45, ça aurait été beaucoup mieux pour vraiment bien purger le marché. Pour l'instant, on n'y est pas allé. C'est pas encore terminé, loin de là. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut quand même bien prendre en compte, c'est qu'en général, il ne se passe rien avant juin. Voilà. Juin, mi-juin. Donc niveau timing, ce serait même plutôt pas mal que le marché continue de tranquillement stabiliser sur les niveaux actuels, autour des 60 000 $. Franchement, une belle stabilisation comme ça sur un niveau aussi haut, c'est quand même super intéressant. Mais en tout cas, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu le halving, c'est au mois de juin que ça a commencé à repartir à la hausse. Est-ce que c'est une coïncidence par rapport au fait qu'il y a ensuite la période estivale? Peut-être pas. En général, les périodes estivales sont souvent propices, en tout cas pour le marché, pour avoir un petit peu plus de volatilité, notamment parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont présentes sur les marchés, et donc c'est beaucoup plus propice à pouvoir déclencher des gros mouvements. Est-ce que ça va se reproduire? Encore une fois, on verra. Ce n'est pas une certitude, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu le halving, il ne s'est rien passé durant plusieurs mois. Il y a eu parfois des baisses, rarement des hausses. Et en fait, les véritables hausses, elles ont eu lieu que bien plus tard et très souvent au début des périodes estivales.
Maintenant, on va analyser un petit peu les 10 premiers cryptoactifs contre BTC. Et on va commencer par le meilleur, Ethereum. Alors, Ethereum, si on veut être parfaitement objectif, c'est pas le meilleur des cryptoactifs. Je suis désolé, mais c'est pas le meilleur. D'un point de vue technique, aujourd'hui, on est plutôt dans une longue phase de consolidation où on est venu chercher parfois des excès sur les bornes hautes et sur les bornes basses. Mais grosso modo, on ne peut pas dire qu'on est réellement dans une tendance haussière, ce serait faux. On est plutôt sur une tendance de range et en l'état actuel des choses, en fait, on est plus ou moins sur les niveaux de 2017. Vous voyez qu'ici, on est de nouveau sur les niveaux qu'on avait en 2017-2018. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas sur une dynamique haussière. On est encore pire dans une dynamique plutôt baissière, si on zoome un petit peu plus, depuis, en gros, la fin 2022. Alors, ce qui est assez ironique, et je vous le disais justement tout à l'heure, c'est que la phase de bear market a été une phase où l'Ether a plutôt stabilisé. Et là, on le voit, que en fait, durant la période 2021-2022, on était plutôt sur une phase de stabilisation où le prix n'a pas beaucoup évolué par rapport au Bitcoin et il n'a vraiment commencé à plonger que à la fin d'année 2022, début d'année 2023. Et là, on a commencé vraiment à tomber dans une tendance plutôt baissière. Là, on le voit clairement, la tendance est baissière. On casse les zones de support, on revient tester les zones de résistance et à chaque fois, ça replonge. Ici, on a eu une lueur d'espoir sur ces niveaux-là, notamment sous l'effet d'annonce également de l'ETF Ethereum. Mais au final, on s'est fait rejeter à 2 reprises. On a replongé. Là, on s'est refait rejeter encore ici et ça replonge. Donc pour l'instant, de mon point de vue, il n'y a rien d'haussier sur l'Ether. Et c'est pour ça que l'Ether ne doit absolument pas être fortement pondéré dans un portefeuille. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. Ne surpondérez jamais un actif en tendance baissière. Ça paraît logique et pourtant, combien le font? Combien misent tout sur l'Ether? Combien ne sont même pas exposés sur du Bitcoin et misent tout sur l'Ether en mode c'est mieux parce que ça rapportera plus? Certes, ça rapportera peut-être plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, depuis plus de 2 ans, il ne fait que baisser. Il n'a pas été capable de repartir sur une dynamique haussière et il peut continuer encore à baisser. Sur un refus des ETF, on pourrait avoir une accélération baissière, revenir chercher la zone ici des 0,4 qui est une zone technique assez intéressante, ce qui correspond à une baisse supplémentaire de 10 à 15% de l'Ether contre le Bitcoin. Et bien sûr, 10 à 15%, si le Bitcoin, lui, est encore en train de baisser de 5 à 10%, vous comprenez bien que ça fait une baisse qui peut être très très importante pour l'Ether. Au niveau du RSI, en plus c'est très très propre, on reste sous les 50. Donc vraiment, train de baissier plus que clair par rapport à l'Ether, donc aucune surpondération de mon point de vue. En avoir dans le portefeuille, oui, mais absolument pas le surpondérer. Ensuite, si on regarde un petit peu donc, le comportement des investisseurs, notamment des investisseurs de long terme, du Bitcoin et ensuite de l'Ether. Le Bitcoin, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la dernière phase de hausse qu'on a pu avoir en début d'année, ça a été vraiment une phase de prise de profit. Voilà. Bon, moi j'ai annoncé que je prenais des profits. Beaucoup de personnes que je connais ont pris des profits. Je ne connais pas grand monde aujourd'hui qui est exposé à 100% de son capital sur le marché crypto. Et en fait, là on le voit de manière assez claire. Beaucoup de personnes qui ont investi il y a 2 voire 3 ans, ils ont clairement encaissé et ils ont pris des profits sur cette phase d'accélération haussière, ce qui a commencé à faire augmenter considérablement la pression vendeuse. Et donc c'est pour ça qu'on a eu une stabilisation du prix et un début en fait de correction, même si la correction franchement elle n'a pas été très importante. Encore une fois, comme je le disais auparavant, si on avait été chercher les 50 voire les 45, je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour avoir une vraie correction. C'est pas ce qu'on a eu. En tout cas, c'est pas ce qu'on a eu pour l'instant. Donc ça, en tout cas, c'est assez intéressant de voir quand même l'impact des investisseurs de long terme qui sont en grande partie responsables un petit peu de la baisse. Pas un petit peu, en tout cas en grande partie. Et ensuite, si on regarde l'Ether, on voit que c'est complètement différent. Les investisseurs de long terme n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu en fait pour une raison simple, c'est qu'ils estiment que le prix n'a pas suffisamment pris de valeur pour qu'il soit vraiment intéressant pour être vendu. Et donc, qu'il y a quand même une anticipation à ce que le prix continue à croître et qu'on puisse aller justement le vendre bien plus haut. Et donc, ça c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit d'une part le retard
que l'Ether accuse par rapport au Bitcoin. Clairement, le Bitcoin a carrément fait un nouvel ATH. L'Ether, on en est encore un petit peu loin. Et on voit surtout en fait qu'il y a une attente beaucoup plus importante de la part des investisseurs sur Ethereum que sur Bitcoin. Ce qui est logique parce que sur Bitcoin, on a quand même fait une belle performance. Sur l'Ether, ça a été beaucoup plus laborieux. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que cette fois-ci, la pression vendeuse ne vient absolument pas des investisseurs de long terme qui continuent de conserver leur position et qui estiment qu'on n'est absolument pas sur des niveaux de vente qui sont intéressants. Si on continue maintenant l'analyse des alts, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, c'est le BNB. Le BNB, on est clairement sur un train haussier. Alors, peut-être que certains ne vont pas apprécier ce que je dis, mais pourtant c'est factuel. Le BNB contre Bitcoin est dans une dynamique haussière. Là, par contre, c'est clair. On a des grosses phases impulsives, des longues phases de stabilisation, puis de nouveau des phases d'accélération, des phases de stabilisation, et peut-être on va continuer encore comme ça. Et clairement, le BNB se porte très très bien. Et regardez, même durant la période 2022, il a monté. Ça veut dire qu'il a moins perdu que le Bitcoin dans une tendance baissière. C'est déjà un comportement qu'on avait remarqué en 2018, durant la phase baissière de 2018 où la plupart des alts se sont littéralement toutes faites massacrer. Le BNB, c'était vraiment l'une des rares à rester haussière contre BTC. Et c'est exactement ce comportement-là qu'on a de nouveau eu, encore une fois, en 2022. Alors après, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu l'événement FTX, il y a eu tout un tas de FUD et de pertes de confiance envers les plateformes centralisées. Il y a eu ensuite la justice américaine qui s'en est mêlée. Donc il y a eu tout un tas en fait d'histoires qui ont provoqué une grosse pression vendeuse sur le BNB. On est revenu chercher quand même des niveaux de support vraiment de long terme. Mais là, on est maintenant en train de tranquillement rebondir. On n'est pas encore reparti vraiment sur un train haussier. Ce serait intéressant, en tout cas si on zoome un petit peu plus sur du long terme, pour moi ça reste haussier. Mais si on zoome un petit peu plus, on a fait une première phase de rebond, mais il faut quand même qu'on vienne casser ici cette moyenne mobile. Là on est sur la moyenne mobile à 100 périodes. La bleue, c'est le MA200. Grosso modo, là on est entre les deux. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un breakout, même si on a déjà breaké le RSI 50. Donc on est déjà sur une première belle phase de démarrage, mais qui mérite encore un minimum de confirmation pour revenir tester l'ATH de 2021 et ensuite l'ATH de 2022. Mais en tout cas, ça reste honnêtement l'une des meilleures configurations du top 10. Ensuite, on a le Sol. Donc le Sol qui, lui, après une première grosse phase haussière, il a quand même eu une grosse phase de correction. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est sur une tendance haussière? Techniquement, oui. Même s'il a quand même fait un très très gros retracement, mais qui est en grande partie dû à l'événement FTX. Il ne faut quand même pas oublier que Solana a été énormément soutenu par SBF et par FTX, qui possédait justement une très très grande quantité de Solana. Je rappelle quand même que SBF faisait partie de ceux qui, ici, dans cette baisse-là, disaient en fait que non, il ne fallait surtout pas vendre ses sols, il fallait en acheter. Et il avait clairement raison pour le coup. Première grosse phase de hausse. Bon là, il s'est fait massacrer pour le coup, lui, durant toute la phase 2022 et surtout après fin d'année 2022, début d'année 2023, avec tout ce qui s'est passé sur FTX. Pour être honnête, c'est vraiment pas l'écosystème sur lequel j'aurais misé, mais pour le coup, c'est celui qui a quand même connu l'une des plus grosses phases de rebond. On a eu une magnifique vague de rebond. On est repassé au-dessus de ce niveau ici, de résistance qui repasse support. Maintenant, on est en train de faire une belle stabilisation. Là, on le voit, c'est vraiment une très belle configuration. Voilà. Donc, première vague haussière, stabilisation. Pour moi, là, on a vraiment tout pour ensuite être capable de repartir sur une nouvelle vague d'accélération. N'en déplaise à ceux qui sont pour Ethereum et contre Solana, parce qu'il y a toujours un petit peu ces guéguerres entre les différents écosystèmes. D'un point de vue technique, Sol est beaucoup plus intéressant que l'Ethereum. Voilà. Donc maintenant, on verra si ça perdure, mais en tout cas, si Solana, il sort de sa consolidation par le haut, après avoir fait un beau retracement, le RSI est quasiment revenu à 50, on a fait un retracement de 50% contre Bitcoin, 50% des ratios de Fibonacci. Pour moi, on a fait un beau retracement, pas trop puissant, on stabilise correctement. En tout cas, de mon point de vue, le Sol doit faire partie aujourd'hui d'une stratégie pour s'exposer aux cryptos. Moi, en tout cas, il fait partie intégrante. Je l'avais supprimé
quand il s'est passé tous les déboires de FTX, je l'ai réintégré dans le courant de l'année 2023 quand j'ai vu qu'on avait vraiment une belle reprise sur le Solana. Dogecoin, Dogecoin c'est pour moi un graphique qui est illisible dans le sens où, mis à part des pump and dump, on n'a pas grand chose. C'est difficile en fait de dire qu'on est vraiment sur une tendance haussière sur le Doge. On n'a que des mouvements impulsifs, puis après ça redump à chaque fois. Là, on a eu un gros mouvement impulsif soutenu par Elon Musk quand il s'amusait un petit peu à tweeter sur Dogecoin. Bon, maintenant, il s'est un petit peu calmé. Mais grosso modo, ça a quand même fait une énorme vague de hausse. On a quand même énormément retracé. Pour l'instant, il n'y a pas le moindre signe de réveil. On a refait encore du pump and dump et encore une fois un petit pump à la con. Et pour l'instant, on retravaille cette zone de support ici. Bon, le Dogecoin, pour moi, il est intéressant si on adore la volatilité. Si on fait du trading de court terme, je pense que le Doge est intéressant. Mis à part ça, de mon point de vue, il n'a rien à faire dans un portefeuille. Je veux dire, ce n'est pas un actif sur lequel on peut investir sereinement en se disant on est sur un train d'haussier, il y a une belle dynamique. Non, c'est que de la spéculation. C'est des algos, des traders qui s'amusent, des personnes qui jouent là-dessus en mode ticket de loto. Bien sûr que c'est alimenté par tout le narratif autour des meme coins, qui est tout simplement la preuve que l'être humain est toujours extrêmement cupide et qu'une grande partie des gens qui sont dans le marché crypto sont là pour gambler, pour jouer au casino. Et le narratif meme coin, en fait, il nous le prouve encore une fois de plus. Mais donc, pour moi, le Doge n'a pas réellement d'intérêt. Voilà. Si on regarde maintenant Cardano, donc Cardano, grosso modo, pareil. Franchement, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant. En fait, on fait que du range. On est revenu chercher quand même ses plus bas de 2020 et en fait c'est des niveaux qu'il avait travaillé même en 2018. Donc honnêtement Cardano, encore une fois, c'est pas du tout une alt qui est particulièrement intéressante, aucune dynamique haussière, incapable de revenir chercher les niveaux en fait qu'elle avait été capable de venir chercher en 2017-2018. Si on la compare au BNB qui lui est bien plus haut et qui est vraiment sur un train haussier, ben vous comprenez bien que ça fait une différence qui est quand même vraiment flagrante. J'ai même pas mis le graphe du XRP, j'ai oublié de le mettre, mais ça sert à rien de le mettre. En fait, XRP, pareil, c'est un graphique qui est catastrophique. On est encore sur les plus bas des plus bas. Et je crois même qu'on est revenu chercher les plus bas de mémoire, je crois, de 2014, si je dis pas de bêtises. Donc honnêtement, XRP, il est encore pire que Cardano. Moi, d'un point de vue technique, je ne comprends pas encore comment est-ce qu'il peut y avoir des gens qui s'intéressent à cet actif-là, sachant qu'il est sur une tendance qui est fortement baissière depuis 2018. Donc ça veut quand même dire que ça fait 6 ans que l'actif fait que baisser. Je ne comprends pas l'intérêt. Vraiment, je ne comprends pas vraiment l'intérêt, mais j'ai même pas mis le graphe, tellement que ça n'en vaut pas la peine. Et on va finir ensuite avec le Tron. Le Tron, qui est un peu l'ovni de mon point de vue, parce que Justin Sun, qui est derrière cette blockchain, pour moi, c'est l'une des rares personnes qui devrait être en prison et qui ne l'est pas encore. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui ont été mis en prison et c'est très bien. Justin Sun était toujours en liberté, ce qui est assez fascinant pour le coup. Alors, je sais que la SEC se renseigne également un petit peu sur son cas, mais lui, c'est clairement un escroc de première, un opportuniste qui a même essayé quand même de profiter de l'effondrement de FTX pour faire pumper son token. Mais incroyable quand même, c'est un actif qui fait que du range. Voilà. Et par contre, un range très serré, vraiment pas du tout aussi volatile que les autres. Et donc, c'est un actif qui en réalité, contre le dollar, se porte plutôt bien parce qu'il range contre Bitcoin. Bitcoin performe plutôt bien, donc le Tron performe également plutôt bien. Ce n'est pas pour autant un actif qui, pour être honnête, que j'apprécie particulièrement, même s'il est souvent utilisé pour faire des transferts, notamment de stablecoin, parce que ça reste vraiment très peu cher et assez rapide. Aujourd'hui, il y a aussi la blockchain de Solana qui est également parfaite pour ça. Mais en tout cas, ce n'est pas le pire. Donc ceux qui en ont aujourd'hui dans leur portefeuille, je peux comprendre pourquoi. Et d'autant plus que si on surveille ce range et qu'on le casse par le haut,
clairement, ça peut être un actif qui peut totalement partir dans une belle dynamique haussière sans aucun problème. Pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. On a fait un beau retracement pour l'instant. Donc attention, là on a fait un petit pullback, mais honnêtement, on n'y est pas encore du tout. Le RSI est sous les 50. On est sous la plupart des moyennes mobiles. La MM100, le MA200, le MA25, on titille le MA13 ici. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est pas le pire. Loin de là. Et on va finir par Avalanche. Pareil, donc pas réellement de tendance en réalité. On est en fait quasiment revenu sur nos pattes. Grosso modo, ceux qui l'ont acheté en 2020 quand il a été listé sur Binance, grosso modo, ils n'ont pas fait mieux que le Bitcoin. Voilà. Donc pas mal de volatilité, beaucoup de range. C'est pas la configuration technique qui m'intéresse le plus. En réalité, en fait, les plus beaux, je pense que vous les connaissez, c'est BNB, c'est Sol, éventuellement Tron, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant, grosso modo, dans le top 10. Et donc, morale de l'histoire. Comment faire maintenant pour capter la performance des altcoins dans le contexte actuel? Bon, déjà, la première des choses, c'est être capable de faire une gestion beaucoup plus active. Ça veut dire que si on prend juste un indice, on prend le top 10 et on se dit c'est bon, je vais suivre le marché dans sa globalité, je pense que c'est une énorme erreur. Et là, on l'a vu pourquoi. Parce que les 3/4 en fait, des cryptos du top 10 sont soit dans des tendances de range depuis très longtemps contre Bitcoin, soit elles sont plutôt baissières, voire très baissières pour certaines, et donc elles n'ont aucun intérêt dans un portefeuille. Donc vous comprenez bien en fait qu'on ne peut pas juste faire comme ça un top 10 en se basant sur la market cap et basta. Non, il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire une gestion qui est beaucoup plus active. Donc déjà en étant capable d'exclure certains projets, c'est ce que moi je fais notamment au sein de la stratégie en fait que je développe et que je partage dans ma communauté privée, c'est justement une stratégie altcoin qui est basée sur un indice mais dans lequel j'ai viré toutes les croûtes, j'ai viré tous les actifs qui sont dans des tendances baissières et pour le coup on s'en sort beaucoup mieux. Au niveau des alts, on s'en sort clairement beaucoup mieux. Il n'y a pas eu en fait de surpondération des alts pour une raison simple, c'est qu'on n'est toujours pas dans une dynamique haussière au niveau des altcoins, et tant que la dominance du Bitcoin continue en fait de croître, pour moi, ça ne sert à rien en fait de surpondérer les alts et de réduire l'exposition du Bitcoin, mais en tout cas, il faut être capable de le faire également lorsque ça arrivera, et d'où l'importance de faire de la gestion active, parce que si on n'est que passif, en réalité, on est exposé sur un top 10 qui est franchement très moyen, et en plus de ça, on sera incapable de capter les mouvements où la dominance du Bitcoin va commencer à rebaisser si on retrouve des mouvements similaires parce qu'il faut être vraiment extrêmement présent et ces mouvements-là, je pense qu'ils vont être de moins en moins importants et de plus en plus courts. En tout cas, c'est ce qu'on a eu par le passé. Donc, je ne dis pas qu'on n'aura pas de saison des altcoins. De mon point de vue, si on en a une, elle sera probablement très concentrée sur certaines crypto-monnaies, où là, ce sera vraiment intéressant d'y être exposé. Et ça va être tellement rapide et ça ne va pas durer longtemps que si on ne fait pas de la gestion active, je ne vois pas en fait comment est-ce qu'on va faire pour être capable d'en profiter. Voilà, parce qu'ensuite, ça retombe très rapidement. Donc, soit on fait de la gestion active comme moi je le propose dans ma communauté privée, soit on fait du trading. C'est sûr que si on fait du trading, les alts, c'est super intéressant. Et ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Même encore aujourd'hui, clairement, les alts sont super intéressantes. Les algos de trading également. Il y a des algos de trading qui tournent aujourd'hui sur les alts et qui franchement fonctionnent plutôt bien. Nous, par exemple, justement, en fait, dans le fond, dont j'ai parlé au début de la vidéo, on teste des algos de trading qui sont gérés vraiment pas par des équipes qui sont spécialisées là-dedans. Pour des clients de type institutionnel, ils ne travaillent pas avec des investisseurs particuliers. Donc heureusement et malheureusement pour vous, mais heureusement pour eux, ils traitent que des gros montants. Et des stratégies qui peuvent avoir des résultats assez exceptionnels. Je n'ai pas forcément non plus trop le droit comme ça d'en parler en fait de manière publique. Mais en tout cas, nous, c'est des choses qu'on commence à intégrer également dans le fonds. Le fonds, lui, est principalement géré de manière discrétionnaire par moi et mon associé.
mais on commence à ajouter des stratégies algorithmiques pour s'exposer aux altcoins parce que ça demande énormément de réactivité, ça demande d'être tout le temps là et donc le faire de manière discrétionnaire, c'est très difficile, c'est très énergivore, ça consomme énormément de temps et c'est pas toujours en plus si rentable que ça parce que les algos, eux, ils sont jamais fatigués, ils sont tout le temps là et ils peuvent toujours capter des mouvements à n'importe quel moment. Et ils peuvent en permanence scanner en fait une grosse partie du marché pour essayer de trouver vraiment les cryptos, les actifs qui sont les plus intéressants. Chose qui est compliquée, très compliquée à faire de manière discrétionnaire. Par discrétionnaire, j'entends manuel fait par un humain. Voilà. Ensuite, deuxième chose qui est hyper importante, c'est rester exposé principalement au Bitcoin tant que le Bitcoin est dans une tendance haussière par rapport à la dominance du Bitcoin. C'est vraiment une des règles de base. N'essayez pas d'anticiper une hypothétique baisse. Combien de personnes ont essayé d'anticiper le rebond de l'Ether par rapport au Bitcoin et n'ont jamais réussi parce que pour l'instant, il reste dans un train de baissier. Donc, n'anticipez pas. Restez exposé considérablement au Bitcoin. Bien sûr qu'on peut avoir déjà une exposition en alt parce que ça reste toujours très compliqué après de faire la bascule et si on n'est que exposé au Bitcoin, après se réexposer fortement aux alts, ça peut être également un petit peu compliqué. Donc je comprends en fait qu'on souhaite déjà être un petit peu exposé, mais choisissez vos actifs. Ne restez pas exposé sur des actifs qui sont baissiers depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans parfois. Parce que si ces actifs-là en fait sont baissiers depuis autant de temps, il y a toutes les chances pour qu'ils continuent à rester dans une dynamique baissière. Ensuite, on peut être capable de s'exposer sur les projets crypto qui vont avoir du narratif, qui vont avoir des phases haussières puissantes. On en a vu plein. Des projets comme Sei, comme Celestia avec son token TIA, comme Pit, le concurrent de Link sur Solana, Jito, justement l'un des premiers airdrops sur Solana qui a relancé toute la hype sur les airdrops et qui au final s'est complètement essoufflé et n'a rien donné. Enfin, j'ai regardé un petit peu les retours en fait des différents airdrops. Alors, il y a eu toute une lubie de phase. Oh, les airdrops, c'est génial, etc. Vous allez gagner plein d'argent grâce aux airdrops. Jito, c'est que le début et tout ce que vous voulez. Moi, j'y croyais pas une seconde. Et ça, je vous l'ai dit en fait assez rapidement. De mon point de vue, c'est pas du tout important. Je pense que c'est une perte de temps parce que en fait, Jito a été un airdrop rentable, mais ce sera le seul parce que ensuite, il se passe quoi? Mais comme toujours, en fait, c'est-à-dire que tout le monde veut un airdrop où il va récupérer 40 000, 50 000 balles. Bien évidemment, en fait, tout le monde veut ça. Donc, si tout le monde le veut, il se passe quoi? Il se passe que tout le monde se met à chercher tous les projets en fait qui peuvent faire des airdrops. Tout le monde se met à les farmer de manière considérable parce que bien sûr que l'être humain est cupide, donc il va vouloir gagner le plus d'argent possible. Et donc, en faisant ça, on dilue drastiquement les récompenses et ensuite quand les gens se rendent compte que ah ben merde en fait je gagne pas des dizaines de milliers de dollars, je gagne péniblement quelques centaines de dollars, et en fait l'intérêt commence à baisser, donc les revenus baissent encore plus, personne ensuite n'achète les tokens qui ont été airdroppés et le prix fait que tomber. Et même les gros projets, on n'arrêtait pas d'en parler comme Starknet, comme Etherfi, comme Renzo, comme beaucoup en fait de projets qui ont fait des airdrops et au final il ne s'est rien passé après, le prix ne fait que baisser, vous voyez bien en fait que ce n'était pas si intéressant que ça. Et en fait ce n'était pas du tout un moyen pour gagner en fait des sommes colossales. Donc encore une fois de plus, calculer en fait le temps passé par rapport au gain. Est-ce que c'était vraiment si intéressant que ça? De mon point de vue, les airdrops ne l'étaient absolument pas. Donc d'autres projets encore intéressants effectivement, comme STX ou d'autres. Voilà, il y en a eu quand même pas mal. Ensuite, il faut être capable également d'être tout le temps à l'affût des narratives. Il y a eu les narratives toujours en cours sur les IA, sur le DePIN, sur le RWA, les Real World Assets, les mêmes coins également. Mais toutes ces narratives, certaines vont durer plus longtemps que d'autres et il faut être capable d'être là au début de ces narratifs pour être capable de rentrer sur des niveaux de prix qui sont intéressants. Parce que dès lors que tout le monde s'est positionné, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire en fait sur ces narratifs-là. Parce qu'il y aura des personnes qui auront des prix d'achat bien plus bas que vous.
qui auront des capitaux bien plus importants en fait que vous, et donc qui vont être amenés à vendre quand vous ne serez pas intéressé de vendre. Et donc, le problème, c'est que quand eux, ils vont commencer à vendre, très souvent, ce sera la fin de la narrative. Et ça demande un temps considérable. Donc, c'est un métier. Encore une fois, être capable de déceler ces narratives, être capable d'investir en fait dans des projets au tout début, ça demande un temps considérable, ça demande de l'expérience, parce que c'est extrêmement difficile en réalité en fait de rentrer correctement et de sortir correctement. Et donc vous comprenez bien en fait que dans la plupart des cas, c'est pas pour tout le monde, loin de là. Et ensuite, il faut arrêter, encore une fois, ça je le répète souvent, mais ce tribalisme à la con sur des projets en fait qui ne servent à rien dans votre portefeuille, en l'occurrence XRP, Cosmos, Polkadot. Ces projets en fait sont, d'un point de vue technique, objectivement, il n'y a aucune raison de se positionner dessus. La seule raison pour laquelle aujourd'hui des gens se restent exposés en fait dessus, c'est parce qu'ils refusent d'accepter qu'ils ont eu tort. Voilà. Et ça c'est malheureusement, c'est un biais qui touche beaucoup de personnes, qui refusent de prendre leurs pertes, qui refusent de vendre leurs tokens, parce que par faire une opération de vente, ça sous-entend accepter qu'on a eu tort. Et beaucoup de personnes s'entêtent là-dedans en se disant « je reste exposé parce que j'attends une phase de rebond » pour que psychologiquement ils se disent « je vais le vendre quand il sera dans une phase de rebond et donc je vais bien le vendre ». Même si au final, il y aura juste un rebond à la con dans une dynamique baissière. Mais peu importe. Alors que ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. En fait, ce qui est une bonne chose, c'est accepter rapidement qu'on a eu tort pour ensuite réallouer le capital sur des actifs qui sont dans des tendances haussières. Ce qui paraît logique, encore une fois de plus. Mais ce que beaucoup ne font pas, par peur en fait d'accepter une perte, par peur en fait d'accepter qu'ils ont eu tort, ou même parfois complètement aveuglés par du pseudo-fondamental sur des projets en fait où ils ont réussi à vendre un truc de dingue qui même après 10 ans ne s'est pas produit, mais peu importe, il y a encore du narratif autour de XRP, de Ripple et tout ce que vous voulez, qui font qu'il y a encore plein de personnes qui restent exposées. Bon, si au bout de 10 ans, la boîte n'a pas été capable de faire ce qu'elle avait promis, je ne vois pas trop l'intérêt en fait de rester exposé. Et encore une fois, sauf si vous êtes actionnaire de l'entreprise, si le token a une configuration technique qui est pourrie, vous n'avez aucun intérêt de vous exposer dessus. Voilà. Et ensuite, savoir sortir des secteurs en déclin. Là, je parlais justement donc des projets qui le sont depuis des années. On a notamment le secteur maintenant du liquid staking qui s'est pris une claque avec l'arrivée du restaking et des projets stars comme on a Eden Layer, on a Renzo, on a Etherfi qui pour le coup sont les projets en vogue, bien que leurs tokens ce ne sont pas de la folie parce que le contexte n'est pas du tout propice en l'état actuel des choses. Mais en tout cas, si on regarde les projets comme Lido, ils se sont quand même fait massacrer. Et c'est là où, en fait, où on voit qu'il faut tout le temps être en veille, tout le temps en surveillance. Et qui aurait pu imaginer, il y a un an, que le liquid staking soit complètement has-been et qu'il soit remplacé par le restaking? Personne. Et donc, c'est pour ça en fait, qu'il faut tout le temps surveiller. Et c'est là en fait toute la difficulté de la chose, c'est qu'il faut tout le temps être en surveillance. Il faut tout le temps être présent. Et donc, encore une fois, c'est un métier. Être capable aujourd'hui de faire donc, du crypto picking, c'est un métier. Pourquoi? Parce que ça demande d'être tout le temps présent. Le stock picking, c'est un métier également, mais on peut le faire d'une manière un petit peu plus passive, dans le sens où les résultats, c'est chaque trimestre. Et donc, du jour au lendemain, c'est quand même assez rare que des choses puissent vraiment provoquer en fait, des changements radicaux. Alors que dans les cryptos, tout va trop vite. Tout va extrêmement vite. Et donc, il faut tout le temps être là. C'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si on rate l'arrivée du restaking, qu'on reste exposé sur du liquid staking, ne serait-ce que quelques semaines, le Lido, il peut se prendre moins 30%, moins 40%. Et là, après, vous ne saurez plus quoi faire. Parce que vous ne serez pas sorti relativement tôt. Et c'est bien toute la complexité de faire du crypto picking. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, justement, d'aller chercher des algos de trading, en tout cas pour ceux qui le peuvent. Et c'est même pour ça en fait que nous, au niveau du fonds, on accepte que le faire en fait d'un point de vue discrétionnaire, manuel, c'est très compliqué. C'est extrêmement consommateur de temps et d'énergie.
Et donc les algos sont clairement meilleurs pour ça. Encore faut-il trouver les bons algos, bien évidemment, et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les meilleurs algos ne sont pas accessibles pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, dans le sens où les tickets d'entrée sur des stratégies qui performent, ça peut varier entre plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plusieurs millions de dollars. Donc forcément, ça demande un capital qui est assez conséquent sur une seule stratégie. S'il faut être diversifié, ben vous comprenez bien en fait qu'il faut au moins avoir 2, 3, 4 millions à investir sur des stratégies comme ça pour pouvoir le faire aujourd'hui sur des stratégies de type institutionnel. C'est ce que nous, par contre, on propose directement dans le fonds sur des tickets qui sont beaucoup plus faibles parce que le fonds est accessible à partir de 50 000 euros. Voilà, donc j'espère en tout cas que c'est clair par rapport à tout ça. Donc si vous avez des questions, des remarques, des avis divergents, n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.